Bonjour et bienvenue sur Hero MRTLM. Petit rappel, je ne suis pas conseiller financier, je suis juste un particulier tout comme vous. Les informations que je vous donne ne sont donc qu'à titre informatif et ne constituent aucunement des conseils en investissement. Comme j'ai l'habitude de le dire, faites vos propres devoirs, c'est vous qui investissez, vous êtes responsable de vos achats et de vos ventes. Thème du jour, investir en bourse pour les débutants. Nous allons rapidement voir comment investir en bourse, les différents types d'actions et quelques stratégies simples pour démarrer. Je le rappelle, ce sont des basiques, pas de stratégies trop compliquées. Là, c'est vraiment pour les débutants, ceux qui n'y connaissent rien et qui aimeraient progresser, ceux qui hésitent et qui aimeraient progresser. Tout d'abord, pourquoi investir en bourse? On va se dire, moi j'ai déjà réussi à faire mon matelas de sécurité et j'aide l'épargne. C'est très bien, c'est sur ma banque, ça me rapporte, si c'est entre guillemets bien placé en banque, 3% par an sur livret A, sur PER, sur n'importe quoi. Très bien. Par contre, l'argent peut être plus ou moins bloqué et vous avez des frais de gestion. Contrairement à l'épargne, quels sont les avantages de la bourse? Avec la bourse, vous pouvez avoir, en fonction de vos visions, si c'est une vision court terme, une vision moyen terme ou long terme, des rendements plus importants. C'est grâce à la volatilité et de la patience que vous allez pouvoir gagner de l'argent. Le plus simple, c'est d'avoir une vision très long terme. Et plus vous aurez d'expérience, plus vous pourrez partir sur du court terme. Donc du long terme, c'est plusieurs années, 20, 30 ans. Vraiment comme de l'immobilier. Petit comparatif entre l'investissement et l'épargne. À droite, simulation d'un livret A de l'investissement. On a réussi à mettre 10 000 euros et après on met 50 euros par mois pendant 20 ans. Et je reste pendant 20 ans sur un 3%, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc c'est un très très beau livret A. Et bien au bout de 20 ans, nous pouvons voir un peu plus de 12 400 euros d'intérêt, versement régulier 12 000 pour le capital initial de 10 000, pour un total de 34 400. C'est pas trop mal. Puis, plus pour de l'épargne et de l'investissement, donc ce sont les mêmes valeurs, la même durée, au même départ aujourd'hui, mais avec un taux de 8%. Plus de risques, plus de rendement. La somme est subtilement différente. Intérêt 53 000. Les sommes là sont bien identiques. Par contre, un capital de 75 000. Entre 75 000 et 34 000, il y a 41 000 euros de différence. Et calculé en brut, voilà l'intérêt de placer son argent en bourse et non pas sur un compte en banque qui lui en plus est à 3%, ce qui est haut pour une banque. Le moyen terme, ça peut être quelques mois et quelques années. Le court terme, ça peut être quelques secondes, quelques jours, une semaine. Quand c'est vraiment très très court terme, c'est du scalping. Après, il y a du day trading. On est toujours dans du court terme. Le day trading, c'est à la journée. Ça peut durer sur 1 ou 2 jours, ça ne dépasse pas la semaine. L'idée est de faire fructifier votre argent par l'intermédiaire d'actions appartenant à des entreprises. C'est le plus simple. Les actions, je le rappelle, ce sont des parts d'entreprise. Vous achetez littéralement une partie de l'entreprise à votre niveau. Il y a des brokers, donc des spécialistes, qui permettent l'achat d'actions fractionnées ou certaines plus classiques qui ne permettent que l'achat d'actions complètes. Mais avec des actions fractionnées comme Trade Republic, Trading 212 et bien d'autres, vous pouvez acheter pour 10 euros d'actions par exemple tous les mois, même si l'action coûte 100 ou plus. Ce qui fait que vous récupérez des fractions d'actions et à un moment donné, ces fractions vous permettent d'avoir une action complète. Vous investissez dans une entreprise. C'est donc que vous croyez en elle, que vous l'avez étudiée, vous avez fait vos devoirs. En achetant des entreprises, vous vous dites que ces sociétés vont prospérer, vont augmenter. Donc l'action va augmenter également. Et qu'est-ce qui permet réellement de gagner de l'argent? C'est la volatilité. Cette volatilité, c'est le fait que le cours monte ou descende plus ou moins brusquement. Sur du long terme, même si vous devez acheter et que le lendemain, il y a un crack, c'est un peu ce qui m'est arrivé en 2020, avant le Covid, tout a chuté, j'étais en négatif, j'en ai profité,
Et du coup, j'ai bien eu une partie en perte, mais je me suis retrouvé en gain après assez rapidement. On peut dire qu'il y a deux types d'actions. Les actions de type croissance et les actions de type dividende. Les actions de type croissance, ce sont des actions en général qui sont jeunes et qui se développent rapidement. Vous pouvez avoir des exceptions comme Facebook par exemple. Meta ne peut plus être considérée comme une entreprise jeune. Par contre, elle a un tel dynamisme qu'elle est encore de type grosse. Donc grosse en anglais, croissance. Les entreprises de type grosse veulent augmenter le plus vite possible pour récupérer des parts de marché le plus vite possible et ainsi de suite. Parce que plus elles peuvent mettre dans la recherche et développement, le R&D ou publicité, plus elles sont visibles, plus elles peuvent acheter et essayer de dominer leur marché en totalité ou en partie. Ces entreprises-là, de ce fait, réinvestissent énormément dans leur propre entreprise et ne versent pas de dividendes. En autre exemple, Tesla ou Amazon. Vous avez à côté les actions à dividendes. Ce sont des entreprises qui ont déjà beaucoup plus d'ancienneté, elles sont implantées sur leur marché. Pour récompenser leurs actionnaires d'avoir investi et d'être restés au sein de la société, elles détachent une partie de leurs gains et les donnent en récompense à leurs actionnaires. C'est ce qu'on appelle le dividende. Elles sont beaucoup moins volatiles, beaucoup plus défensives. Les exemples, vous pouvez avoir Coca-Cola ou Johnson & Johnson, tout ce qui est alimentaire par exemple. Comment choisir ces actions? J'ai préparé l'écran pour pouvoir comparer dans un sens deux types d'actions. À gauche, LVMH, à droite, Tesla. Pourquoi je dis dans un sens? On est en train de comparer une capitalisation dans le luxe en France avec une capitalisation technologique aux États-Unis pour présenter les différents indicateurs que je vous ai annoncés. LVMH, dans ce cas-là, un peu plus de 674 €, 214 € pour Tesla. On pourrait se dire, celle-là est beaucoup plus chère, ça vaut pas le coup. Mais capitalisation, 337 milliards. Au cours actuel, c'est 1,12 $ pour 1 euro. Même à 684 milliards, on est toujours au double. Même si on a 2 fois plus de capitalisation, l'action est 3 fois plus petite, c'est parce que le nombre d'actions total n'est pas le même. PER estimé 22. PER estimé 90. Ça veut dire, si on achète une action LVMH, au bout de 22 ans, on estime qu'on sera remboursé. Là, c'est avec le type grosse. Avec l'évolution, on estime qu'il faudrait 90 ans pour être remboursé. Le consensus, ce sont par des spécialistes s'ils estiment qu'il faut acheter, renforcer, conserver, alléger ou vendre. Vendre, c'est on retire absolument tout. Alléger, c'est on en retire une partie pour prendre nos bénéfices. Les objectifs de cours, 800 et on a 600. Donc pour eux, vraiment en augmentation. Pour Tesla, 237, 180, 207, 215, 215. Déjà, on est en conservé, voilà. Là, c'est plus, on est en mode acheter. Là, on est plus en mode conservé. Donc, on pourrait se dire qu'une grosse, ce serait plus, on achète, on achète, on achète. Ici, on a quand même un PER très élevé. Ici, le PER est redescendu depuis quelques mois. On est en baisse du fait du contexte international. 1,68 pour LVMH, 2,68 pour Tesla. Dividende aucun, ici on en a. Prévision de résultats, donc pour les dividendes, c'est logique, on ne compare pas. Chiffre d'affaires, 86 milliards, 96. Chiffre d'affaires des deux, en augmentation. Les dettes, alors je ne vais pas aller sur les EBITDA et les BID. Les dettes financières, LVMH a fait des acquisitions. Donc les dettes financières étaient de 5%. On voit que les dettes descendent. Et à ce niveau-là, on est à moins d'1 milliard. Par rapport aux chiffres, c'est ridicule. Sur ce qui est prévu, par exemple, en 2025. C'est pas du tout la même chose pour Tesla. Tesla est technologique et se doit d'aller dans la R&D et donc d'avoir beaucoup de dettes pour investir. Ça se voit bien là. Ici, dette financière, 39%, on baisse, mais
on remonte. Actifs par action, 11, 13, 14%, 37, 12, 15. Alors pourquoi? Plus l'entreprise est endettée, plus elle a pris entre guillemets des crédits, et donc plus le ratio d'endettement est important. Il en faut pour pouvoir continuer à progresser, mais il n'en faut pas trop, auquel cas l'action pourrait être non solvable s'il y a trop de problèmes. Le cash flow, donc, c'est les bénéfices totaux une fois tous les différents frais retirés par action. Donc là, en augmentation, là, ça varie en fonction du niveau de dette. Le plus intéressant est de ne pas forcément avoir 100% de grosses ou 100% de dividendes, mais un mix des deux. Après, chacun règle son niveau de volatilité et de stress. Certains ne voudront pas entendre parler du tout de dividendes, d'autres du tout de type grosse. Les deux peuvent se compenser. On s'est dit, je vais être plus ou moins dividende ou type grosse. Très bien. Comment choisir ces actions? Il y a plusieurs critères à regarder. 1. Sa santé financière. Consultez les bilans financiers. On pourra me dire, oui, mais alors c'est long et c'est compliqué. C'est vrai. Par contre, sur Internet, vous pouvez demander à les consulter. C'est gratuit. Et il y a toujours quelqu'un qui a fait un résumé dessus. Je vais vous montrer différents exemples via Boursorama, par exemple. C'est un site très bien pour ça, où gratuitement, vous pouvez voir vraiment les basiques sur ce type d'entreprise. Vous avez aussi le ratio cours sur bénéfice, PER. Cela peut vous aider à déterminer si une action est sous-évaluée ou surévaluée par rapport à ses profits. Vous avez la croissance des revenus. Est-ce qu'une entreprise continue à croître? Est-ce qu'elle stagne ou est-ce qu'elle péricle? De façon générale, une entreprise qui continue d'investir va continuer à prospérer. Vous pourrez toujours avoir des contre-exemples. Une entreprise qui dit regardez, son bilan financier n'est pas bien. Oui, mais vous n'avez pas lu le bilan financier qui disait qu'elle venait de racheter un concurrent. Ce qui fait qu'elle a un gros trou de trésorerie, par exemple. C'est pour ça qu'il faut combiner l'ensemble des informations pour le savoir. Vous avez également plusieurs types de points de vue qui sont plus ou moins chronophages et stressants. Cela dépendra totalement de votre capacité à prendre des risques. Les plus simples, buy and hold, acheter et tenir en français. La stratégie la plus simple qui est je planifie, dès que j'ai assez en fonction de mon broker, j'achète pour tel montant d'actions et je n'y touche pas. J'attends 5, 10, 15, 20 ans, voire même plus, ça va monter tout seul. Quand il y a des baisses, on s'en fiche. Un exemple classique, c'est dans 20 ans, quelle entreprise existera même s'il doit y avoir la guerre? Et est-ce que cette entreprise sera toujours rentable? Et là, on va dire, mais c'est quoi cette question? C'est simple. Coca-Cola, est-ce que vous croyez que Coca-Cola, même s'il y a la guerre, va disparaître? Alors, Coca-Cola ne fera peut-être pas des profits dans les pays en guerre, mais je pense que dans tout le reste du monde, il y en aura toujours. Donc vous pouvez vous dire, bah moi je vais acheter du Coca-Cola. Alors c'est sûr que ça ne va pas faire du 15% de rendement par an. Par contre, Coca-Cola augmente petit à petit, au fur et à mesure des années, et fait partie des aristocrates des dividendes, et voire même des dividend kings. Ça veut dire que depuis plus de 25 ans sans interruption, cette entreprise a versé des intérêts. Warren Buffett, un des hommes les plus riches au monde, un milliardaire, dans les années 80, a acheté du Coca-Cola. Il a acheté, bon, pour plusieurs millions. On peut dire 50 à 60 centimes d'euros l'action. Maintenant, on peut voir que le coût est à 72 $. Certes, il a dû attendre 40 ans. Par contre, il a reçu les dividendes pendant tout ce temps-là. Et pour chaque action qu'il a eue, il est plus qu'en gain. Là, ça fait un x 140. Pourtant, Coca-Cola n'est pas une entreprise qui fait rêver. Là, il y a une grosse expansion. Là, pour l'époque, c'était aussi une grosse expansion. Et là, on peut voir, on peut bien le voir depuis 2004, il y a un beau canal ascendant. On est sur un canal long terme. On en est un peu sorti. Donc là, du coup, c'était une grosse réduction. On pouvait acheter en 2020 comme au prix de 2015. Ça, c'est clairement un type d'action à dividende. La seule chose que vous avez à faire, c'est acheter et attendre. Vous pouvez acheter en une fois pour une grosse somme ou acheter en plusieurs fois pour des sommes moins importantes. Et là, ça, du coup, c'est aussi du buy and hold, mais en DCA.
dollar cost average. Donc le dollar cost average, c'est plus simple, on va changer, on va se mettre en daily. Je sais pas, je suis payé le premier du mois, tous les 5 du mois, pour être sûr, eh bien, j'achète, dans ce cas-là, du Coca-Cola. Quel que soit le tarif. En DCA, et oui, vous allez acheter des fois sur des points hauts, mais vous allez acheter aussi sur des points bas. Et plus vous avez d'achats, plus vous avez de chances de tomber sur des points bas, de tomber sur des points hauts. Et c'est la moyenne qui compte. Là, la moyenne, vous allez être lissé. Vous n'êtes pas le loup de Wall Street. Moi non plus. Nous sommes des personnes normales et ce n'est pas notre métier. Le but, c'est juste de se créer un patrimoine financier pour plus tard, pour pouvoir en profiter. Donc, le DCA, c'est ce que j'ai tendance à faire. Je suis mes cibles. Par exemple, je me dis Coca-Cola, moi c'est entre temps et temps. Hop, dès que je vois que c'est entre temps et temps, je fais mon petit DCA. J'achète tous les temps. Voilà. Après, il y a des DCA plus complexes où on va mettre la somme sur le broker, on estime être sur un point haut et on se dit je ne vais pas acheter ce mois-ci, je vais attendre d'être un peu plus bas. Après, ça demande de suivre l'action beaucoup plus souvent et au lieu d'y passer 30 secondes tous les mois, là je vais peut-être y passer 1 heure toutes les semaines. Le rendement peut être plus intéressant, par contre l'effort est plus important également. Il faut aussi penser à cet effort-là. L'effort de combien de temps vous voulez mettre par mois sur ce type d'investissement. Proportionnellement, plus vous y mettez du temps, plus vous devez d'avoir un rendement. Si vous avez, en achetant sans rien faire, 6% par an et que vous tombez à 3% par an en y passant 1 heure par mois, bon, il y a un gros problème. Il faut revoir totalement votre façon de faire. Est-ce que vous êtes mauvais parce que vous êtes trop stressé? Vous prenez les choses trop à cœur, vous n'avez pas assez de recul. Donc, pas assez d'expérience. Dans ce cas-là, vous revenez sur un DCA classique. Vous prenez le temps d'étudier par vous-même ou de vous former, de mieux comprendre le marché, de mieux comprendre les indicateurs, chose que j'essaye dans différentes vidéos de vous indiquer, comme le RSI, les volumes, Ishimoku, les moyennes mobiles. Toutes ces vidéos-là ont déjà été faites sur la chaîne. En ayant un point de vue long terme, lorsqu'il y a une forte baisse, voire même un crack, dans ce cas-là, en général, dans votre esprit, c'est plus « oh zut, faut que je vende ». C'est « oh oh oh, oh oui, va falloir que j'achète ». Pour ça s'appelle la gestion des risques. Comment empêcher ceci? Avoir une diversification dans les domaines et une diversification géographique est très important. Pourquoi? On va se dire, je vais acheter du luxe, je vais acheter de l'automobile, je vais acheter de la vie courante, on va acheter dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'immobilier, des bancaires, sur X années, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et en général, les cycles ne sont pas corrélés entre eux. C'est-à-dire, tout ne monte pas d'un coup et tout ne descend pas d'un coup. Quand la santé monte, ça ne veut pas dire que l'immobilier monte. L'immobilier peut descendre et la santé monter. En étant diversifié dans son type d'action, on se dit on investit dans 5 ou 6 types d'actions différentes, par exemple, et ça fait 20% chacun. Quand ça descend, ça ne va pas impacter 100% de mon portefeuille d'actions, ça va impacter que 20%. Donc la baisse sera plus faible. Et même s'il y a 2 domaines qui sont impactés, ça fait déjà plus gros, mais que 40% et non pas 100%. On a les autres facteurs qui nous permettent d'atténuer ça, aller dans des domaines différents. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi un secteur géographique. Si je fais tout en France et que je ne sais pas, il y a des élections, que ça se passe mal et que tout s'effondre parce que la confiance dans le secteur français est amoindrie, j'ai tout perdu. Si j'ai décidé d'aller en France, mais également en Europe, si ce qui se passe en France ne va pas forcément atteindre l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal ou quoi qu'est-ce. Encore plus loin, si en Europe ça se passe pas bien et que j'ai des actions américaines, si l'immobilier se passe pas bien en Europe, il peut bien se passer aux États-Unis. On peut rajouter l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, ainsi de suite. Dans chaque domaine, essayez d'avoir aussi une diversification géographique. Par contre, il ne faut pas non plus
avoir 50-60 actions. Là, si j'achète 2 types d'actions par domaine, et que j'ai 5 domaines, ça me fait 10 actions. La diversification. Diversification en domaines, 5-6 domaines, pas plus, et géographique. Une fois que vous avez fait vos devoirs et que vous avez choisi vos entreprises, le but est de rester informé régulièrement sur l'état de santé de l'entreprise. Une entreprise va très bien jusqu'à un certain moment. Il y a un changement de directeur, il y a un changement économique majeur, un tournant technologique qui n'a pas été effectué. Vous pouvez ne plus être en accord avec les valeurs de l'entreprise à un moment. Dans ce cas-là, vous les revendez, vous avez fait votre plus-value, vous passez à autre chose. Nous venons de voir ensemble vraiment les règles basiques sur comment investir en bourse. La conclusion, vous faites vos devoirs, restez informé sur l'état du marché et les entreprises que vous achetez, maintenez vos positions sur du long terme et investissez régulièrement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre l'état d'esprit pour investir en bourse, ce que cela signifie. Si c'est le cas, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire ou un petit pouce, ça me fera très plaisir. Je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo.